Est en ligne. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Léonard Paris pour cette 30e et dernière rencontre du Festival Building Beyond qui, pendant 15 jours, les 2 semaines qui viennent de s'écouler, vous a proposé d'explorer toute une variété d'enjeux, des futurs, des métiers, des villes et des territoires. Alors c'est un thème qui est forcément un peu prétexte et qui nous a servi à brasser énormément des grandes transitions qui sont en train de s'opérer dans les métiers, mais aussi dans les formes des villes et des territoires. Je ne ferai pas la liste des remerciements ce soir, donc, qui pourtant s'adresse aux très nombreuses personnes qui ont contribué à ce programme et à sa réalisation, ainsi que bien évidemment à ceux qui se sont déplacés jusqu'ici ou ont fait le geste comme bon nombre d'entre vous qui suivaient ces rencontres donc, en ligne. Mais je vais rapidement donc passer la parole à Aurélien Bélanger qui a bien voulu animer cette dernière rencontre qui va porter sur une interrogation qui va nous conduire à nous demander si la forme de la ville durable, qui est un peu une figure comme ça que bon nombre de constructeurs, d'aménageurs se refilent et recherchent, et bien au fond, si cette ville durable ne serait pas une ville qui change. Je le disais, on a voulu passer la responsabilité de conduire ce panel à Aurélien Bélanger, écrivain, chroniqueur, et dont bon nombre d'entre nous connaissent certainement donc le goût pour les villes, pour les territoires et pour les avatars, disons, de la modernité. Je vous laisse donc le soin à tous de préparer vos questions, puisque après les échanges et les dialogues entre Aurélien et ses invités, vous serez tous invités en ligne ou présents ici, donc dans l'auditorium de Léonard Paris, à poser vos questions. À très bientôt et bonne soirée. Bonsoir. Je vais, comme je suis tout seul sur la scène, profiter pour enlever mon masque quelques secondes, sauf si vous m'invitez à le remettre. Cette question de ville durable, je vais la traiter de façon tout à fait personnelle, parce que bon, le concept de ville durable, on le connaît, il est un petit peu pas vieillissant, mais c'est quelque chose qu'on a comme ça en tête et qui peut être un cliché. Donc, je vais essayer de voir si je peux modestement le revivifier en racontant mes expériences de ville durable. Quand on parle de ville durable, ça fait penser à cette espèce de jeu crypto-électronique qui consiste à taper sur la tête d'une taupe avec un maillet et la taupe ressort. C'est une sorte de jeu comme ça que les villes ont longtemps fait ensemble. Les exemples célèbres, ça serait la fameuse rivalité entre Rome et Carthage. Il fallait Délène Carthage pour que Rome puisse enfin prendre sa mesure et conquérir l'Empire romain. Il a fallu saler le sol de Carthage pour construire Rome. Donc le rapport de durabilité d'une ville se construit au détriment d'une autre. On peut trouver avec des variantes autres la passionnante dialectique entre Jérusalem et Babylone, avec ces rebondissements qui font qu'à la fin, Babylone n'existe plus vraiment et c'est Jérusalem plein de fois détruite qui remonte. On peut penser de façon plus cruellement comique à cette dialectique entre des villes comme Bangkok ou des villes comme Stockholm qui va jouir comme ça pendant quelques centaines d'années encore de ce qu'on appelle le rebond homéostatique, qui fait que, étant construite sur un ancien bouclier glaciaire, elle va monter progressivement. Donc on est face à une rare ville un peu waterproof, en tout cas. Elle a pas, a priori, alors faudrait peut-être un petit peu affiner les détails, mais la ville va progressivement monter et Bangkok va progressivement s'enfoncer. Donc l'une aura besoin de digues et pas l'autre. Enfin, autre opposition comme ça entre villes durables. Je pense à Venise et à la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans reste quand même des images très traumatisantes d'une ville un peu détruite, bizarrement détruite, réduite à son Colisée. On se souvient vraiment des images de ce stade où la population s'était réfugiée il y a une quinzaine d'années. Pour Venise, je pense à une tribune extrêmement simple et assez lumineuse de Bruno Latour, où il disait que le consensus pour sauver Venise est à peu près universel. À peu près tout le monde considère que c'est une des merveilles du monde et de façon très modeste,
on n'est a priori pas capable de la sauver. On va faire des grandes murailles. On va faire plein de choses, comme dans un fameux James Bond, transformer un palais en montgolfière pour le surélever le temps des travaux. Donc toute cette voilà, j'ai voulu prendre la durabilité sur cette question, en fait, d'une sorte de dialectique du long terme des villes. Et c'est finalement assez récent que les villes ont atteint un stade où leur développement ne passe pas par la destruction systématique d'une autre ville, le stade Rome-Carthage. Et de façon bizarre, c'est un petit détail architectural qui, je pense, amusera beaucoup les anthropologues du futur. C'est quelque chose qu'on a beaucoup fait. Je dirais qu'on a commencé à le faire dans les années 60, qu'on continue à le faire encore un petit peu aujourd'hui, ça n'a absolument aucun sens, mais l'exemple que j'ai, c'est cette espèce de musée médiéval sur le parvis de Notre-Dame qui laisse voir les profondeurs d'une sorte de sol primitif tel qu'il était au XIIe siècle. C'est-à-dire qu'à un moment où les villes s'équipent massivement, en quelque sorte, on va dire, pour le dire grossièrement, renoncent à leur passé ou en tout cas creusent vite fait des excavations archéologiques pour les remplir de béton pour faire des parkings souterrains, à ce moment apparaît l'idée qu'il faudrait quand même que cette façon de développer la ville fasse un peu périscope sur le passé. Et donc on se retrouve avec ces espèces d'étrangetés. Il y en a partout dans le monde. Je pense à Aix-en-Provence, il y a ça sur la place, je crois, ces espèces de plaques de verre blindé qui laissent voir des vestiges archéologiques qui, à très peu de choses près, ont aucun intérêt, si ce n'est un intérêt très très symbolique de marquer l'intérêt qu'on a attaché au moment où peut-être on le détruisait au passé. Et finalement, l'origine de ça, et ça nous ramène à l'histoire romaine, je crois que c'est une décision de l'empereur Auguste de pérenniser l'endroit où César a été poignardé, et le sol, il y a eu une sorte de micro-temple qui a été fait comme ça, peut-être d'1 mètre carré, où l'endroit était immobilisé dans son état primitif. Et je trouve ça assez amusant que tardivement, on ait retrouvé ce genre de façon de faire de récit. Alors, pour revenir à moi-même et mon rapport à la ville durable, serait quelque chose de beaucoup plus simple. Spontanément, quand j'ai commencé à réfléchir au thème, j'ai pensé à ma piscine autoportante, la piscine autoportante que j'ai posée dans mon jardin à la fin du printemps, qui a eu pour destin un peu triste de détruire comme ça négativement toute l'herbe, qui est devenue extrêmement jaune, qui a flétri et qui a disparu. Donc il y a eu une sorte comme ça d'empreinte de secoupe volante, de zone d'abduction comme ça au milieu du jardin. Et c'est le deuxième temps, bien sûr, c'est qu'arrive le moment où on défait la piscine autoportante, et par je ne sais quel miracle, l'herbe se met à pousser beaucoup plus vite à cet endroit-là que tout autour. Donc on arrive comme ça à une sorte de ronde fée, de choses qui s'inversent. Et j'ai fait ça dans un second temps parce que j'ai eu la chance pendant au tout début du confinement de pouvoir partir à la campagne. J'étais dans une maison familiale qui était un petit peu difficile à habiter, pas très réjouissante à habiter, et la bascule de l'habitation s'est produite en fait quand j'ai récupéré plein de bambous et je me suis mis à faire une cabane en bambou de façon enfin c'était vraiment un vrai apprentissage. Je me suis dit que si j'étais enseignant en école d'architecture, je ferais faire ça aux étudiants en première année. Le moment où on sait absolument pas faire de cabane en bambou, et puis on fait des trucs, ça tient pas, on invente un premier contreventement, ça tient mieux, un deuxième contreventement, etc. Et j'ai fabriqué ma cabane en bambou qui était si belle que je l'ai entourée de draps, mais j'ai laissé le ciel apparent. Et d'un coup, la vie, l'existence familiale, ma compagne et mes enfants et moi, on a vraiment pris possession de ces lieux et on s'est vraiment mis à habiter là pendant un mois qui était très très heureux, et beaucoup plus que dans la maison. On passait le plus clair de notre temps dans ces microscopiques cabanes en bambou que j'avais fabriquées. Et finalement, on a changé de lieu. À la fin du confinement, on est allé dans un autre endroit à quelques kilomètres. Et j'ai pu m'assurer. Alors, j'ai démonté cette cabane en bambou. J'ai pu m'assurer de sa livraison, et elle est arrivée. Sous forme de bambou en fait, posé sur le plateau d'un tracteur qui me faisait une livraison de bois.
Elle a traversé comme ça une vingtaine de kilomètres dans mon département rural, et les bambous sont arrivés dans mon nouveau jardin, et j'ai refabriqué la cabane. Je l'ai refabriqué beaucoup mieux. Ça m'avait pris 8 heures la première fois. Là, ça m'a pris que 4 heures. Je faisais mieux les nœuds. J'utilisais moins de ficelles. Elle était plus stable, etc. Et j'avais fabriqué comme ça. Alors c'est quelque chose de tout à fait idiot, mais elle était dans le jardin d'une maison que je venais d'acheter. C'était la première fois que je possédais quelque chose qui avait une sorte de pérennité comme ça, de très pétrifié, une maison avec des très gros murs, très anciennes, posée en plus sur un socle rocheux, etc. Mais l'expérience la plus joyeuse a consisté à trimballer cette construction éphémère d'un lieu à l'autre, et c'était amusant de ramener un peu de légèreté symbolique au milieu d'un truc qui est pas spécialement léger, qui est une installation dans une maison. Et je me suis c'est tout un jeu de la ville d'aujourd'hui, et c'est un peu ça peut assez facilement être dénoncé comme une des limites de la ville durable. C'est qu'à partir de quand le durable est promené comme un symbole, à partir du quand il est un durable authentique. Je me suis baladé hier à côté de la gare de l'Est, et on avait fabriqué dans ma rue, on a il y a quelques années cassé le béton et mis des fils de fer, et je pensais pas du tout que ça allait marcher, et ça a marché. On a mis une sorte de vigne vierge comme ça qui pousse verticalement et qui fait un peu de végétalisation. Bon, on l'a mis sur un fil de fer. J'ai vu qu'on avait fait la même chose à côté de la gare de l'Est il y a quelques jours, sauf que là on a fabriqué une pergola en métal, et on laisse grimper comme ça une plante grimpante, et on est obligé de se demander à quel moment le carbone contenu dans cette plante grimpante va compenser le carbone qui a été fabriqué pour fabriquer cette structure en acier. J'ai pas fait les calculs, mais je pense qu'en fait la réponse est facile. Ça compensera jamais. Et du coup, c'est amusant de voir aussi que dans cette aventure comme le rapport à la durabilité a pu s'inverser. Durabilité, j'employais l'exemple de Bangkok au début, une ville qui s'enfonce. Bangkok aujourd'hui, et probablement New York demain, des villes littorales qui vont s'enfoncer et disparaître. Et inversement, on se rend compte aujourd'hui que les villes sont beaucoup plus accrochées, et pour le coup beaucoup moins symboliquement avec cette histoire de construction bas carbone et zéro carbone. Les villes sont beaucoup plus accrochées au ciel, et cette espèce de mauvaise utopie SF des années 70 de villes dans les nuages habitées par des sortes de Casimir sympathiques est devenue finalement assez réelle. Et les villes aujourd'hui, strictement dans leur structuration énergétique, pendent du ciel, essaient de toucher le moins possible le sol, et sont vraiment des constructions atmosphériques. Donc cette espèce de rêve comme ça que j'ai encore connu dans les années 80, où le ciel se reflète dans les tours en verre de la Défense, de Beaugrenelle ou de Manhattan, tout ça bizarrement est devenu un peu vrai, et se fabrique quand même quelque chose d'assez nouveau. Et enfin, je finirai, parce que je maîtrise pas du tout le temps, sur je vais commencer par l'Empire romain, et je pense a priori que notre destin, faudrait voir la relecture historiographique qu'on fait de la chute de l'Empire romain. A priori, la chute de l'Empire romain n'est pas le drame connu. C'est qu'en gros, il y avait une très bonne ressource, il y avait plein de briques, il y avait plein de pierres, et a priori, c'était pas des barbares, grosso modo, les néo-habitants de l'Empire romain en ruine avaient à leur disposition quantité de ressources, et c'est un peu notre cas. Donc, on va dire que l'Empire, on va pas appeler ça l'Empire romain, on va appeler ça l'Empire du carbone, l'Empire du pétrole touche à sa fin. Par contre, on va habiter, a priori, pendant tout le XXIe siècle et le siècle d'après, on va habiter dans les espèces de squelettes du béton que nous a légué le XXe siècle. Et il y a énormément d'aventures architecturales qui vont se produire comme ça, juste des réemplois de structures finalement qui vont rester pérennes, parce que ce sera beaucoup plus cher de les détruire, et que comme cette espèce de survivance comme ça, qu'une ruine romaine, même mal entretenue, ça tient de 1000 ans. Un béton, même mal entretenu, ça tiendra sans problème de 1000 ans. Et on va être contemporain de ça. Donc, je pense que l'image
de la civilisation d'après l'Empire romain, cette espèce de gens qui vont habiter Rome, ou que d'un coup Rome est une ville de 20 000 habitants, que tous les gens qui allaient à Rome au XVIe siècle disaient que c'était la campagne avec des monuments sublimes. C'est peut-être ça le monde de demain, et ça pose évidemment un problème par rapport à notre rapport à la monumentalité. L'exemple le plus bêtement contemporain, c'est évidemment le Grand Palais. On ne sait pas quoi faire aujourd'hui d'une construction pas très pérenne, assez pérenne esthétiquement pour mériter d'être regardée, mais pas du tout construite pour durer. Le truc va coûter 5 fois son coût, etc. Et la vraie question, c'est qu'on pourrait presque opposer des ruines positives, c'est-à-dire des ruines non subies, c'est-à-dire sorte de réemploi successif. L'exemple bien connu, ça pourrait être l'haussmannien, par exemple, qui tient plutôt bien, qui a des bonnes qualités thermiques, etc., et qui peut se retransformer plusieurs fois, et qu'aujourd'hui, même les structures familiales parisiennes n'ont plus rien à voir avec les structures familiales de 1870, mais ça tient encore, et on peut encore vivre familialement à peu près dans ces espaces. Et un héritage beaucoup plus maudit, beaucoup plus subi, qui est cette espèce de mouvement qu'on sera forcément amené à questionner, de patrimonialisation du bâti, dont l'énigme contemporaine la plus évidente, là, spontanément, je dirais le Grand Palais. Est-ce que ça vaut bien le coup de le garder? A priori, ça coûterait même moins cher de le détruire et de le reconstruire. Et qu'on va se poser cette question avec des ruines mauvaises et des ruines bonnes, et qu'à un moment il faudra arbitrer, ou alors l'arbitrage se produira de lui-même. Je crois que j'ai terminé. En tout cas, j'ai lu toutes mes notes. Je ne sais pas si j'ai utilisé le quart d'heure qui m'était imparti. Alors, je garde la parole pour proposer à Aristote de venir me rejoindre. Je remets mon masque. Merci. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots? Oui, en quelques mots. Je m'appelle Aristote Truffaut et je viens représenter la structure qui s'appelle Hameau Léger, dans laquelle je suis bénévole. Peut-être que je fais une petite présentation de la structure Hameau Léger, oui, bien sûr. De la structure. Alors, chez Hameau Léger, en fait, on s'est organisé autour d'une vision. Et notre vision, c'est qu'on souhaite vivre dans un monde où chacun est en capacité de subvenir dignement à ses besoins au sein de territoires vivants. Donc, qu'on a synthétisé en libre et autonome ensemble. Et en fait, autour de cette vision, on s'est donné une mission, et cette mission, elle est assez claire, c'est de permettre à tous et à toutes d'accéder à des modes de vie durables et solidaires au sein de territoires dynamiques. Donc, autour de ça, en fait, on a des actions concrètes de sensibilisation, donc avec des professionnels. Pardon, je vais essayer de garder le micro en main. Avec on sensibilise donc des individus, des élus. On crée un réseau de professionnels autour de nos problématiques. On accompagne des collectivités dans le développement donc de ce qu'on appelle des hameaux légers, que je vais définir juste après. On accompagne des collectifs pour créer des hameaux légers. Et on a des actions de transmettre, en fait, de transmettre des savoirs pour permettre à des individus de tous bords de pouvoir justement accéder donc à ces modes de vie et ces types d'habitats qui sont durables et solidaires. Qu'est-ce qu'un hameau léger alors? Voilà, un hameau léger, donc c'est de l'habitat participatif. Donc c'est un lieu de vie en habitat participatif, construit en habitat réversible. Et donc, c'est accessible aux foyers, aux ressources les plus modestes, parce qu'on pourra en parler plus tard. Et c'est souvent créé en partenariat avec le territoire d'accueil. Donc, le modèle qu'on essaie de mettre en place et qui se met en place petit à petit, c'est d'avoir des communes qui mettent à disposition des terrains communaux sur lequel on crée un appel à projet pour développer un hameau léger. Voilà. Et c'est quelque chose de réversible ou qui est pérennisé? C'est comme un quartier dans le village ou c'est... Ouais, alors en gros, c'est une sorte d'écoquartier de village
de village ou de ville, hein. Ça peut être dans des milieux périurbains et ruraux notamment. Bien qu'il y a de plus en plus de villes qui nous contactent pour pouvoir essayer de trouver avec elles des solutions pour créer ce genre de choses au sein d'un territoire très urbanisé. La question, c'était... J'ai répondu à la question. Non, il me vient une question hyper perverse. Est-ce que, qu'on peut retourner de façon positive, est-ce que c'est pas du bidonville organisé? Du bidonville organisé. Fabriquer du léger qui se dégagerait des normes de construction habituelles, mais le retourner sous un angle vertueux. Oui, alors en fait, du coup, le problème, c'est aussi pour ça qu'on a un petit peu voulu changer les codes en prenant l'habitat réversible et pas l'habitat léger, parce que dans les lois, en fait, c'est l'habitat léger qui existe. C'est le seul qui est stipulé. La loi Allure de 2014 a défini l'habitat léger en tant qu'habitation démontable, qui peut être facilement et rapidement démontable. Et nous, on a préféré utiliser l'habitat réversible parce que la plupart des types d'habitats qu'on connaît maintenant, en fait, sont pas du tout légers, mais sont réversibles. C'est-à-dire qu'ils sont construits sans fondation, sans fondation irréversible. C'est-à-dire que leurs fondations vont être soit des pneus, soit des pieux. Donc, on peut faire des maisons. Pour revenir sur le pneu rapidement, on peut faire des maisons sur lesquelles on va poser des pneus au sol pour pouvoir venir construire son socle de fondation. Donc des pierres, des plots de fondation, des vis Kroner, des pieux, etc. En fait, tout type de fondation qui sera démontable et qui va permettre au sol de ne pas être imperméabilisé, de continuer de pouvoir respirer. Donc oui, il ne va plus y avoir d'herbe, mais il va quand même y avoir de la respiration dans ce sol et la vie pourra continuer. Parce que c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant à la campagne, je ne savais pas du tout, il y a un marché noir de la terre de chantier. Quand une maison se construit, la terre de chantier, qui est de la terre arabe, je ne savais pas du tout qu'elle avait une valeur particulière, et en fait les gens se refilent le plan et la terre se revend comme ça un petit peu noir. Du coup, il y a un rapport assez pensé à la préservation des sols, j'imagine. Ah oui, évidemment. Le but, c'est d'essayer aussi, c'est un de nos combats, c'est d'essayer d'enrayer l'artificialisation des sols. D'ailleurs, on peut parler de quelques chiffres à ce niveau-là. C'est qu'en France, il y a à peu près 42%, on va dire, l'habitat classique, c'est le premier facteur d'artificialisation des sols en France. Et environ 42% des sols artificialisés, c'est dû à cette habitation, on va dire, classique. Ça représente 5% du sol français en 2015. Aujourd'hui, on est à 9% du territoire français qui est artificialisé. Et si on continue comme ça, à la fin du siècle, on sera à peu près à 18% d'artificialisation des sols. Donc ça représente à peu près, alors j'ai un chiffre un peu grossier, c'est entre 16 000 et 61 000 hectares par an qui sont artificialisés en France. Mais comment vous résistez à la pression des magasins de bricolage qui incitent à vendre des piscines autoportantes? Les gens veulent des piscines autoportantes. Comment est-ce qu'on arrive à faire de la pédagogie là-dessus? En fait, c'est en repensant un petit peu ses besoins. En fait, en réimaginant son mode de vie. Et un mode de vie durable, c'est peut-être pas avoir une piscine autoportante ou d'autres types de... honnêtement, on n'a pas encore réfléchi à la question de la piscine. On est plus sur le développement de l'habitat, mais... oui, ça reste. De toute façon, dans tous les cas, il faut re-questionner ses besoins et pour pouvoir s'inscrire dans quelque chose de durable, en fait. Et ça s'adresse à quel type d'habitants principalement pour l'instant les projets que vous avez faits? En fait, ce qu'on trouve assez fou, c'est qu'on touche vraiment tout type de population et tout type d'âge dans notre réseau. Donc, les personnes qui participent à nos événements et les collectifs qu'on accompagne ou les villes, on va dire les villes qu'on accompagne aussi, c'est un panel très hétérogène en fait. Il n'y a pas de type. Et l'expertise que vous avez, vous la développez comment du coup? C'est une structure associative? Ouais, c'est une structure associative. Et d'intérêt général. Donc comment ça marche? C'est vous qui identifiez les projets ou on vous contacte? En fait, on fait beaucoup de communication. Donc, on va souvent rencontrer des élus, etc. Et en fait, on nous démarche pour être accompagné en tant que collectif.
Il y a des élus qui nous démarchent aussi pour être accompagnés, pour les aider à développer un lieu de vie en habitat réversible. Et voilà, globalement, c'est un peu du 50-50 entre nous, on démarche des communes, enfin des élus, des communes qu'on va rencontrer. Et à côté de ça, on laisse venir aussi plus les collectifs qui souhaitent être accompagnés. Et derrière, on propose aussi tous nos savoirs en open source en ligne pour tous les individus, parce qu'on ne peut pas accompagner chaque individu. Donc, on s'est concentré sur l'accompagnement des collectifs et des collectivités. Mais l'idée, c'est de proposer ces modes de vie à tout le monde. Donc, on fait beaucoup d'open source sur un petit peu tous les savoirs qu'on agrège. On développe aussi des formations, enfin, des espaces de partage, un MOOC, voilà, et tout un tas de documents et de ressources pour comprendre ce que c'est que de s'installer en habitat réversible au sein d'un lieu en habitat participatif. Voilà. Et vous faites venir les réseaux facilement ? L'idée aussi, la loi Allure définit qu'un habitat dit léger, en fait, ne doit pas forcément être accordé, n'est pas obligé d'être accordé au réseau. Donc, on peut complètement être indépendant des réseaux. Donc, les plus problématiques, ça va être pour l'eau, mais dans les lieux ruraux, il y a beaucoup de forages qui peuvent être faits. On peut aussi utiliser des filtres à eau, etc. La plupart des communes dans lesquelles on développe des hameaux légers ont les raccords au réseau, assainissement, eau, électricité, etc. Mais en fait, on peut rapidement s'en passer avec des assainissements en phytoépuration, par exemple, pour traiter l'eau, avec des modules panneaux photovoltaïques, batteries pour gérer l'électricité, et encore des technologies libres, ce qu'on appelle un peu low-tech en anglais. Pour par exemple, se chauffer grâce au solaire, faire cuire ses aliments grâce au bois, ou chauffer son eau aussi grâce au solaire. Enfin, utiliser un petit peu des choses très simples qui demandent très peu d'énergie, mais qui permettent d'accéder à un confort certain. Je crois qu'on me fait signe. On a atteint le quart d'heure fatal déjà. Ah ouais, c'est fast. C'est hyper rapide. Ok. Eh ben, merci pour ces... Merci beaucoup. Alors, nous accueillons ensuite Cécile Baranger. Yes We Camp. Est-ce que vous pouvez décrire Yes We Camp en quelques mots? Oui, alors je croyais que tu allais me présenter. C'était plus simple. Je suis jamais très à l'aise à l'idée de présenter Yes We Camp. Présentez-vous et Yes We Camp comme ça en filigrane. Voilà. Alors moi, je m'appelle Cécile, je suis architecte de formation, je suis membre de Yes We Camp et coordinatrice du projet des Grands Voisins à Paris. Et les Grands Voisins, c'est justement un de nos 5 lieux que nous gérons actuellement avec Yes We Camp en France, entre Paris et Marseille, puisque notre métier principal réside justement dans la création et la gestion de lieux ouverts et accueillants. Et cette démarche, elle ne s'arrête pas à la conception architecturale, mais aussi elle s'étend sur une durée où on va mettre en œuvre des nouveaux usages, on va accompagner des nouvelles cohabitations grâce notamment à une grande diversité de compétences qu'on a en interne. Donc, c'est des projets qui vont durer combien de temps, à peu près, pour avoir une échelle de temps? Ils peuvent durer 1 jour, 1 semaine, 5 ans. Aux Grands Voisins, ils ont duré 5 ans, ça s'est terminé il y a 1 semaine. Et à la fin, vous vous retirez? Et à la fin, on se retire. Et vous n'intervenez plus du tout sur le projet d'après? Vous êtes sur la phase de transition, c'est ça? Oui, on est sur une phase de transition, mais justement, ça a un impact sur le projet d'après. Il n'y a pas toujours des projets d'après. Ici, actuellement, pour vous situer un peu mieux, je vais vous expliquer ce que sont les Grands Voisins, et ça va permettre C'était ma question. de comprendre en quoi on peut impacter un projet par la suite. Donc c'est le projet de l'occupation de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui a commencé en 2015 et qui a lieu notamment parce que la PHP a quitté les lieux en 2014 et a confié à l'association Aurore la gestion du site qui fait 3,4 hectares, donc c'est plutôt un bon terrain de jeu. Et nous, on y travaille à côté de Aurore et Plateau Urbain, Yes We Camp, et on est en charge notamment de tout ce qui est ouverture au public du site.
Ce qui est assez large parce que ça comprend l'aménagement des espaces extérieurs, la programmation culturelle et artistique, la gestion des bars et des restaurants, la communication. Et de leur côté, Aurore gère plutôt tout le volet social, qui comprend l'hébergement d'urgence, et Plateau Urbain, l'accompagnement et l'accueil des structures entrepreneuriales et associatives qui travaillent sur le site. Et donc en quelques chiffres, c'est 2000 personnes qui ont vécu et travaillé sur place, donc c'est vraiment un véritable quartier de ville. 1000 personnes en hébergement d'urgence, 46 500 qui ont été reçus à l'accueil de jour pour demandeurs d'asile, beaucoup de secteurs professionnels qui se sont rencontrés et qui ont accès à des ateliers et des bureaux à très bas coût. C'est plus de 300 événements, des événements ouverts au public et à plus de 600 000 personnes par an, 5 000 bénévoles et 2 millions de gestions annuelles de budget. Donc c'est un sacré projet et ça a terminé voilà, il y a une semaine, de 2015 à 2020, 5 années, avec un grand projet urbain qui est en travaux actuellement, qui va ouvrir ses portes en 2023. Ça fait penser à, il y avait ça dans Boulet-Bill, c'est que je pense que c'était lié au fait que c'était une époque de construction très intense, mais ils passaient leur temps dans des terrains vagues, il y avait des palissades, et ils passaient leurs après-midi dans des terrains vagues, et en fait, moi j'ai grandi dans un monde où il n'y avait plus de terrains vagues. Donc en fait, c'est la réintroduction, on va dire, domestiquée, civilisée du terrain vague en quelque sorte. Oui, c'est un peu... les enfants rentrer la nuit? Non. Non, alors, il se trouve qu'au Grand Voisin, on est vraiment dans un enclos de 3,4 hectares. On a des grands murs qui nous entourent. Et sur nos autres projets, ça dépend. On a un grand parc à Marseille. Et oui, on laisse les gens rentrer la nuit. On retrouve jamais l'endroit comme on l'a laissé. Mais surtout, on habite dans nos projets pour la plupart. Et c'est ça ce qui nous permet de créer de l'application des habitants, en fait, puisque nous-mêmes, on est habitants. Et ça nous permet de mieux comprendre les besoins, de mieux s'approprier les lieux dans lesquels on vit. Et je pense que c'est pas le cas de tous nos projets. On peut pas habiter sur tous nos sites. Il y a des sites qui sont plus compliqués, des sites qui sont un peu des cadeaux empoisonnés parfois, pollués, amiantés, avec des canalisations qui cassent. Ça peut être très cher, une occupation temporaire, même si c'est gratuit, enfin qu'on nous le donne en tout cas. Et vient ma question sur le coca bio et les bières artisanales. C'est des lieux qui sont associés à ces consommations. Donc, ouais. je viens, c'est ma question en gentrification. L'idée, parce que c'est quand même souvent des lieux qui sont, bon, peut-être pas les grands voisins, mais qui sont un peu excentrés de la ville, c'est de faire venir une population qui ne vient pas dans ces quartiers, de la draguer pour lui faire acheter des immeubles après ou pas? Est-ce que c'est ça le projet secret? Non, certainement pas. Alors la gentrification, mon grand voisin, c'est sûr qu'on n'a pas mis en place ce mécanisme puisqu'on est intervenu dans un quartier, le 14e arrondissement, qui est un quartier aisé, et on y a amené des populations vulnérables. Donc on a peut-être dégentrifié. Et dans le futur quartier qui se construit, justement, dans les liens qui se sont faits, on a fait en sorte qu'il y ait de l'hébergement d'urgence et des logements, un pourcentage de logements sociaux vraiment social. Donc ça fait partie des legs des grands voisins au futur quartier et qui font qu'on est plutôt sur un phénomène inverse de gentrification. Bien sûr, dès qu'on intervient dans un autre quartier, et c'est le cas à Marseille où on a un projet à Belzins dans le centre-ville et un autre dans les quartiers nord, ça pose d'autres questions et ça nous demande d'avancer beaucoup plus précautionneusement justement pour pas servir ces mécanismes qui sont des mécanismes très puissants qui nous échappent pour la plupart. Après, effectivement, quand on nous appelle pour travailler dans un quartier populaire, on est toujours entre ces tiraillés entre est-ce qu'on intervient alors que est-ce que c'est notre place en tant que bobo qui vend de la bière artisanale ou est-ce que on ne fait rien et le fait est que si on ne vient pas souvent il se passe rien. Oui. C'est ça, c'est que c'est gelé le temps, parce qu'en fait, il y a un temps incompressible. Grosso modo, ça existe parce qu'il y a un temps incompressible entre le projet est validé et la construction commence. Oui, c'est vous qui l'exigez ce temps. Enfin, comment ça non, on intervient dans cette vacance qui immobilière qui est due en fait au temps du projet urbain. Donc un projet urbain, ça prend toujours du temps à se dessiner et c'est normal. C'est aussi pour qu'il soit de qualité.
Là, en l'occurrence, au Grand Voisin, on était censé rester 2 ans, puis les aménageurs sont arrivés en 2018 et on a re-signé pour 2 ans. Et justement pour pouvoir rester même sur le temps du chantier et travailler avec eux la transition. Donc on s'est adapté, on a changé notre emprise au sol, on a réduit de périmètre et on a aussi testé des nouveaux usages parce que c'est tout l'intérêt de l'éphémère et du temporaire, c'est de pouvoir essayer de se tromper plein de fois et de faire assez vite certaines choses. Donc ça crée une vraie dynamique. Même si, bien sûr, l'idée, c'est que ces sites restent et que c'est pas une volonté première que nos projets soient éphémères, c'est plutôt une contrainte parce qu'on n'a pas accès à l'immobilier. Mais nous, on essaie de le tourner pour que ce soit un outil et que ce soit une force dans nos projets. Et quel est votre rapport à cet objet architectural plus bizarrement identifié, mais assez dynamique, qui serait la ZAD? Je pense que c'est la ZAD ou même ce que racontait Aristote sur les hameaux légers ou sur toutes les autres formes d'habitat sont des formes qui nous intéressent beaucoup. Les formes d'occupation, en fait, on n'est pas du tout, on n'est pas des squatteurs, mais on n'est pas des anti-squatteurs non plus. Et on n'est pas des zadistes, on n'est pas non plus anti-zadistes. Je pense qu'on on se reconnaît beaucoup dans beaucoup de choses de la ZAD, dans l'informel, dans ce qui est testé, dans le déploiement rapide, dans certains côtés pirates. Après, nous, on travaille avec les institutions. Et c'est ce qui nous permet aussi c'est ce qui nous permet de créer certaines choses dans nos projets et d'influencer des projets urbains d'une autre manière. Finalement, la ZAD aussi influence un sacré projet urbain. Et en tant qu'architecte, c'est un moment agréable où on est moins assailli par les normes, où on est un peu plus libre, où il y a des normes, quand même, beaucoup de contraintes qui s'appliquent? Si, il y a beaucoup de normes, on essaie de les respecter. Après, c'est aussi l'avantage du temporaire, c'est qu'on peut essayer de pousser et on a cette légitimité à contourner un peu les normes parce qu'elles deviennent dérisoires quand on doit les respecter alors qu'on est là 2 ans, on est là 6 mois et on va devoir déposer des dossiers en préfecture qui sont gigantesques pour pouvoir ouvrir au public. On est quand même plutôt bon pour respecter les choses et les contourner comme on peut. Je pense et j'espère que les normes vont évoluer. En fait, le temporaire, c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau. Et donc, il n'y a pas forcément les lois qui sont faites pour ce genre de projet. Donc, j'espère qu'elles évolueront. D'accord. Et en tant qu'architecte, par rapport à, je sais pas, une image fantasmée de l'architecte qui construit un truc dans le temps, comment est-ce qu'on gère l'aspect éphémère? On apprend des choses, j'imagine, ça c'est le côté laboratoire, mais est-ce qu'on se met à fantasmer d'une ville où tout serait éphémère? Non, pas du tout. Je pense que moi, en tant qu'architecte, je me satisfais plutôt de nos relations avec les aménageurs parce qu'en fait, on arrive à rentrer dans des discussions très intéressantes sur la façon dont on fabrique la ville. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment c'est le processus de fabrication plus que les architectures même qu'on crée, même si c'est des architectures qu'on pense spécifiquement, en tout cas, notamment dans les espaces publics. Je pense qu'on a réussi, en tout cas sur les Grands Voisins, à faire un peu évoluer ce métier d'aménageur et à faire en sorte qu'il ne s'arrête pas à la livraison d'un quartier, à la livraison de rues, de bâtiments, et qu'il aille au-delà de ça. Et justement, en prenant en compte la vie qui va être créée plus tard sur ce quartier et qui ne s'arrête pas à des perspectives. Personnellement, en tant qu'architecte, j'ai fait beaucoup de perspectives avec des super jardins partagés sur les toits, des espaces communs. Il y avait plein de gens qui jouaient dedans. On sait très bien que ces espaces, ils n'existent pas dans les vrais projets. C'est des espaces en désuétude qui sont fermés parce qu'on ne sait pas les entretenir. Et en travaillant à Yes We Camp, justement, je trouve que on arrive à créer ces espaces et on arrive à les gérer. On est une espèce de petite régie de quartier. Et d'ailleurs, on ne réinvente pas le show, les régies de quartier existent déjà. C'est juste les moderniser un peu. Et là, moi, je trouve mon compte, justement, de faire en sorte que ces espaces, ils existent. D'accord. Parce qu'il y a il y a du personnel, il y a des bénévoles, il y a des gens pour les animer, c'est ça? Il y a des salariés, oui, qui, nous-mêmes, en fait, notre association, on est là pour faire en sorte de créer des espaces où, quand on rentre, on se sent bien, on se sent accueilli, on se sent autorisé à faire des choses. Et ça vient parce qu'on a une signalétique adaptée, on sait créer la surprise, on sait faire avec les gens.
Et en fait, on livre jamais un espace tout fait. L'espace, il va se transformer, il va s'agrémenter au fur et à mesure. Et donc, on est dans un déploiement très progressif qui permet, je pense, aux gens de s'impliquer et d'avoir envie d'y participer et de s'approprier cet endroit. Et au niveau des matériaux, parce que la caricature, je m'enfonce après cette histoire de bière bio, c'est la palette. Au niveau du matériau, comment est-ce qu'on le trouve, qui le finance? Ça vient d'où? Parce qu'il y a un genre aussi, il y a un style. Alors nous, c'est surtout pas des palettes. On n'est pas très favorable à l'architecture de palettes, même si les gens aiment bien le croire. On achète du bois et après on le réemploie, on déconstruit, on reconstruit. Donc globalement, on est obligé d'acheter du bois. C'est parce qu'on vend de la bière qu'on peut se permettre d'aménager nos espaces et ces espaces marchands ont un intérêt dans nos projets parce qu'on est très très peu subventionnés et qu'on crée des espaces qui relèvent de politiques publiques en fait dans ce qu'on fait. On crée de l'espace public, on crée des espaces d'accueil pour des personnes vulnérables. Et ça, on le fait avec notre argent, avec l'argent qu'on gagne justement dans ces espaces marchands, qu'on réinvestit dans du mobilier public qui est appropriable par tous, utilisable par tous. Il n'y a pas besoin de consommer. À un moment, il faut acheter les matériaux, c'est sûr. Après, on peut en récupérer, mais en tout cas, on ne construit pas avec des palettes. Et du coup, maintenant, quand vous vous baladez aux Halles, dans les nouveaux jardins des Halles, vous trouvez que c'est un échec de la médiation, qu'il manque quelque chose, qu'on a raté? Ce serait bien de proposer plus de choses ou il est livré à lui-même et c'est réglé? Les Halles, c'est vraiment un projet bien. C'est difficile en fait de juger un projet public d'une telle ampleur parce qu'en fait, les normes auxquelles sont astreints les pouvoirs publics sont aussi gigantesques et on est obligé de livrer des espaces très aseptisés. Et je pense que c'est parce qu'on est temporaire qu'on a aussi des espaces qui ont peut-être plus de vie et oui, plus de qualité sur beaucoup d'aspects. Le jardin des Halles, j'y vais pas beaucoup. Il est probablement mieux qu'il l'était avant, mais moins bien qu'il l'était encore avant quand c'était des Halles. Ça date maintenant un petit peu. On travaille sur, on a plusieurs espaces de friches de plein air. Justement, on n'a pas de bâti. C'est assez dur à occuper, mais justement, on a réussi à faire en sorte que ça soit des jardins qui soient appropriés par les habitants. Donc, je pense que c'est possible de le faire. On est sur des longues durées, notamment, je pense à une friche à Nanterre qu'on a pour 8 ans, et on est parti d'un tas de cailloux amiantés et une dalle à moitié cassée. Et là, ça se transforme en jardin luxuriant. Donc, je pense que c'est possible de faire les choses mieux et avec les gens. Et s'il y a un scarabée rare qui s'installe dans le jardin, est-ce qu'il peut bloquer le projet à terme? Notre projet? Non, pas le vôtre, justement, mais pérenniser votre projet, parce que d'un coup, vous avez fait revenir de la nature. Il y a les architectes des bâtiments de France qui se sont installés dans les grands voisins. Ils n'étaient pas installés et ça a permis de pérenniser certains bâtiments qui devaient partir. C'était pas non plus très évident de travailler avec eux, mais je pense que là, maintenant, l'enjeu dans les grands voisins, il se situe plus sur comment on va réussir vraiment à transmettre à ce futur quartier, qui est un quartier pérenne, qui est un vrai quartier, en fait, qu'est-ce qu'on va le transmettre? Et moi, je crois beaucoup à ce gestionnaire de quartier, à cette régie de quartier qui serait là justement pour créer du lien entre tous ces habitants qui n'auront rien à voir, entre la personne qui vit en hébergement et celui qui a acheté son logement 15 000 € du mètre. Il y a peu de chances que si on les force pas un peu à se croiser, ils se croisent. Et donc, je pense que les grands voisins, nous, on a montré qu'on savait gérer un quartier à la façon d'une régie de quartier, avec un budget, avec des espaces marchands, avec de la perception de loyer. Et en fait, on peut faire la même chose dans une ZAC, dans un futur quartier, et sans forcément maîtriser tous les aménagements des espaces. Et là, il y a un enjeu, en tout cas, il y a quelque chose à prouver encore. Très bien. Merci beaucoup. On a atteint notre quart d'heure, je crois. Alors, nous allons maintenant accueillir Étienne Rio de PCA Stream. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter PCA Stream? Bonjour Aurélien. J'ai dit qu'on se tutoyait, mais en fait, je vous vois. On va avoir un vouvoiement de courtoisie. Effectivement, PCA Stream, c'est une agence d'architecture qui est dirigée et fondée par Philippe Chiambaretta. Il l'a créée il y a 20 ans. Et on est une agence d'architecture et puis d'innovation urbaine, puisque
progressivement, les échelles d'intervention de PCA Stream se sont élargies. Initialement, on a développé une expertise sur la conception des bureaux, des bâtiments tertiaires. Et puis, progressivement, on a eu d'autres occasions de pouvoir développer d'autres bâtiments qui comptent dans une ville. Récemment, pour l'EM Lyon, une école de commerce donc à Lyon, on va construire son nouveau campus. Et l'année dernière, on a commis une exposition Réenchanter les Champs-Élysées, qui nous avait été demandée par le comité des Champs-Élysées pour essayer de réimaginer à la fois les usages, la conception de l'espace public qui était propre à cette avenue qui est aujourd'hui un petit peu délaissée par les Parisiens et les grands Parisiens. Donc on est une agence d'architecture, on commence à se développer sur l'échelle urbaine et on nourrit un dialogue de très longue date avec des chercheurs, des plasticiens, sur des grandes tendances, des grands axes que l'on formalise grosso modo tous les 2 ans dans une revue qui s'appelle Stream, d'où le PCA Stream. Et Stream, c'est une revue pluridisciplinaire dans laquelle on vise à creuser un axe de recherche à chaque fois. Le premier, c'était sur l'économie de la connaissance. Le deuxième, c'était sur le devenir du bureau. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Autant vous dire que le bureau connaît encore un nouveau destin depuis quelques mois. Le troisième était sur l'anthropocène, sur ce rapport justement à notre environnement, est-ce que peut produire la ville en termes d'externalités positives comme négatives. Et le quatrième était une prolongation de ce thème qui était sur le rapport au vivant. Et désormais, on ouvre un nouvel axe qui est celui de l'intelligence et des intelligences nécessaires pour la conception urbaine, puisqu'on a pléthore d'informations et aussi de grands défis pour comprendre et maîtriser ces connaissances. Très bien. Alors, mais j'amène la discussion sur le sujet de la ville durable. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous vantez sur la ville durable? On ne vend pas, on conçoit, et on conçoit pour nos clients. Donc, évidemment, on a des démarches à la fois de conception, de mise en œuvre, qui sont appuyées sur des analyses. Grosso modo, les interventions de PCA Stream se concrétisent beaucoup à Paris, dans un tissu urbain qui est très dense, qui est un tissu hérité, ou dans des zones qui peuvent être parfois les dents creuses urbaines, qui sont souvent des zones industrielles ou post-industrielles. Et donc, notre intervention, quand on doit travailler sur un bâtiment ou un îlot, c'est une intervention qui n'est pas sur une page blanche. Donc, on est obligé de réinventer parfois le bâti sur lequel on intervient, ou même de réinventer l'utilisation qu'on va avoir d'un bâti quand on est, par exemple, sur une zone post-industrielle. Donc, ce que l'on fait, nous, c'est concevoir à partir des contraintes d'un environnement urbain, architectural, dont on peut être héritier et dépositaire, et puis concevoir à partir de l'utilisateur, c'est-à-dire de qui va utiliser le bâtiment que l'on va construire, comment est-ce que les usages vont évoluer, est-ce qu'on est capable de pouvoir, ne serait-ce que dégager quelques tendances concernant les usages qui vont se nicher dans ce bâtiment. Et quand on parle d'un bureau, par exemple, c'est d'imaginer la manière dont on va travailler dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et de donner toute possibilité aux bâtiments que l'on restructure comme ceux que l'on crée, de pouvoir muter. Et là, on a des gros enjeux à la fois de conception et de gestion. À vous écouter, je me disais qu'on était déjà une génération après le façadisme et que du coup, les choses qui avaient été faites, genre coquille vide, on vide tout, on garde que la façade. On a déjà un gros retour d'expérience là-dessus. On est déjà en fait en train de les réhabiliter, j'imagine. Et du coup, vous, comment vous gérez le temps long? Parce que du nouveau projet, qu'est-ce qu'il en adviendra dans 20 ans, dans 40 ans? J'imagine en plus, à chaque fois, c'est très spécifique pour un client avec une commande très précise. Est-ce que vous prenez en compte, dès la conception, le futur du bâtiment? Oui, on a d'abord un enjeu qui est la zéro artificialisation et qui fait que quand on intervient sur un bâtiment hérité, d'une certaine manière, on répond à cette zéro artificialisation puisque on reprend un existant et on ne va pas le faire ailleurs. Là, on a des enjeux de maîtrise technique, d'adjonction de technologies qui vont permettre notamment de donner une plus grande soutenabilité à ce bâtiment, que ce soit pour transformer des conditions thermiques du bâtiment d'origine et qui souvent ne sont plus du tout ou n'ont jamais été au standard, et donc les transformer grâce au projet par de nouvelles formalisations, de nouvelles techniques, nouveaux procédés, nouveaux matériaux qui vont aider justement à le rendre beaucoup plus durable. Donc là, on pérennise un existant. Quand on est sur de la conception ex nihilo, on est généralement dans des zones industrielles qui sont amenées à être transformées. Et ce que l'on fait, c'est que d'une part, on s'inscrit
dans les nouvelles tendances de construction qui sont pas propres à notre agence, c'est propre plutôt à l'ensemble de l'industrie, c'est-à-dire, vous avez tous entendu parler du BIM, à savoir la génération de données autour des différentes étapes de la conception, qui vont permettre de renseigner et de donner une grande viabilité à la connaissance que l'on a de ce bâtiment. Parce que finalement, quand on veut réemployer, quand on veut transformer, il faut qu'on ait une très bonne maîtrise de ce qui caractérise le bâti. Et donc, on s'inscrit dans cette démarche-là, mais on va aussi plus loin, c'est-à-dire que on vise à anticiper et à prendre en compte les meilleures innovations qui peuvent faciliter la pérennité et la durabilité de ce que l'on conçoit. Donc ça va dans les matériaux, dans des procédés constructifs, etc. Tout à l'heure, vous montrez une photo justement d'un cabinet d'avocats, Boulevard Haussmann, et c'était amusant parce que c'était du pur Haussmann avec une verrière en haut. C'était pour la Banque Lazare. Mais oui, pour la Banque Lazare. Mais ça mettait très bien en scène les horizontalités des balcons haussmanniens. Donc il y avait un côté, fallait avoir bien compris ce que c'était Haussmann pour, j'imagine, fabriquer ce rendu. C'est ça que vous voulez dire, ouais. Oui, enfin, là c'était l'exemple. C'est exactement ça. C'est-à-dire il y a une tension dans le projet et elle est naturelle dès lors qu'on intervient dans un environnement aussi dense que le tissu haussmannien et aussi imposant que l'héritage haussmannien. On était dans ce cadre-là sur le 175 boulevard Haussmann, mais qui jouxte le 173. C'était deux bâtiments qui étaient reliés, mais avec des différences de niveau. C'est des bâtiments qui n'ont pas du tout les mêmes années de conception à la base. Et donc, quand on intervient sur le bâtiment 175 Haussmann, on intervient dans un bâtiment où on doit respecter à la fois la dimension patrimoniale et on doit être capable d'ajuster la modernité nécessaire à son bon fonctionnement et son bon usage, tout en améliorant ses qualités intrinsèques. Et du coup, pardon, je reprends ma liste de questions, je suis un peu perdu, j'étais pas concentré à cause de la buée sur mes lunettes. Chez PCA, vous revendiquez, privilégiez le critère de résilience à celui de beauté. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'était une citation. Oui, alors on s'est dit, mais c'est peut-être dans l'échange téléphonique préparatoire qu'on a dû lancer cette phrase. On n'oppose pas résilience et esthétique. Simplement, c'est plutôt le sens de notre démarche. Comment est-ce qu'on prend notre démarche de projet? À la base, je vous ai dit, on considère que on doit tout orienter vers la soutenabilité et la mutabilité de ce que l'on conçoit ou de ce que l'on réaménage. De fait, on va prendre en compte un ensemble de contraintes, mais un ensemble aussi de facteurs qui nous permettent de définir ce vers quoi on veut tendre. Et puis, on considère que l'esthétique, évidemment, va venir embrasser les solutions que l'on va définir, qui doivent répondre au mieux à la pertinence du projet. Mais si on dit les choses très concrètement, on pourrait très bien faire passer la forme et le geste en premier. C'est pas la manière dont on voit les choses. Philippe Piambaretta a toujours poussé l'idée que l'architecte doit agencer un ensemble de partis pris, de contraintes, de qualités qui vont être résidées dans les matériaux, dans les usages que l'on doit placer au sein de ces bâtiments, et que de tout cet agencement va résulter une forme. Et donc l'esthétique sera travaillée en fonction de ça. On aime l'esthétique évidemment, mais notre esthétique va se nicher dans cette complexité. Mais on a dénoncé depuis longtemps déjà l'architecture sur dalle. Est-ce qu'on n'est pas trop rapide à jeter aujourd'hui l'open space? Est-ce que l'open space, c'est pas un espace qui est très facilement mutable? Parce que on se retrouve à fabriquer, je pense à tous ces startups qui faisaient des petits espaces, etc. On se retrouve à fabriquer des espaces de travail qui ont effectivement une mutabilité énorme. On ne sait pas ce que fera l'entreprise dans 3 ou 4 ans. On ne sait pas si ce sera encore cette entreprise. Donc peut-être que moi, je sais pas, l'open space était hyper facile à aménager, non? Alors, juste, vous avez parlé architecture sur dalle. Non, voilà, comme on a jeté l'architecture sur dalle, est-ce qu'on n'est pas en train de jeter l'open space? Alors que peut-être, pour le coup, c'est un truc hyper mutable. Alors, l'open space, c'est peut-être plus mutable que les dalles. Ça, je pense que le match est plié. En revanche, oui, sur cette question de mode, un petit peu d'aménagement tertiaire, c'est autant des modes que un peu des photographies des époques dans lesquelles on vit. C'est-à-dire qu'on travaillait pas de la même manière dans un immeuble de bureau en 70 qu'en 90, qu'en 2010 ou qu'il y a encore 6 mois.
Là, on sent que la pression est très forte pour pousser de nouvelles solutions concernant ce que doit être un immeuble tertiaire. La question de l'open space, elle se pose sous plusieurs angles. On a l'angle qui nous dit mutabilité, agilité et quelle utilité de l'open space pour une organisation, une entreprise. Il faut évaluer aussi ce que ça produit pour chaque entreprise. Puis dans le tertiaire, les métiers sont très différents. Donc l'open space peut être très utile pour certains secteurs, il peut être complètement contre-productif pour d'autres. Et puis ensuite, il y a ce qui est de l'ordre de l'acceptation sociale, avec un entendement commun que l'on va avoir sur est-ce qu'on veut travailler dans un open space. C'était un parangon de modernité à la fin des années 90. Aujourd'hui, on y revient parce que on sait qu'il y a des effets néfastes, on sait qu'il y a des effets sur la productivité, sur le stress, sur la concentration et de manière générale sur le bien-être. Donc, les entreprises ont cette vocation à vouloir chercher la meilleure situation possible pour organiser leur production et assurer le bien-être de leurs salariés. Donc, ça passe aussi par l'invention de nouvelles formes. L'open space aussi peut être réinventé et réinitialisé d'une certaine manière. Nous, on a un projet qu'on est en cours de développement dans le 17e, en face du tribunal de grande instance, qui est le stream building. C'est un projet où on a dit, déjà, ça doit pas être monofonctionnel. Ça doit pas être qu'un immeuble de bureau. Il faut qu'il y ait du commerce, il faut qu'il y ait de l'activité artisanale. Il y aura une brasserie qui va utiliser le houblon qui est positionné en façade. On aura un système très circulaire d'organisation de cet immeuble. Et puis, on a aussi une offre résidentielle et hôtelière. Donc, tout ça dans un même immeuble. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sait que les besoins sont très différents concernant les preneurs, concernant ceux qui vont occuper cet immeuble, mais aussi que ces besoins vont muter progressivement. Et donc, la manière dont on a conçu cet immeuble, c'est de faire en sorte que les trames structurelles puissent accueillir différentes activités à différentes étapes de la vie de ce bâtiment. Donc, en mettant très en amont du projet architectural la question de la mutation des usages, et donc ses répercussions sur la manière de concevoir structurellement le bâtiment, on offre une plus grande agilité dans sa mutation tout au long de sa vie. Et il y a aussi la question, évidemment, de la transformation d'espace d'habitation en espace de travail, ce qui est frappant dans l'haussmannien. Inversement, on peut imaginer que la Défense devienne un quartier strictement résidentiel. C'est intéressant, j'imagine, c'est des questions que vous explorez, avec aussi en arrière-fond, je pense, ça relève aujourd'hui de la mythologie, mais l'idée que l'immeuble haussmannien de l'âge d'or était un lieu de mixité sociale et avec des gens qui travaillaient dedans aussi beaucoup. Oui, il y a plusieurs choses dans votre question. Le premier point concernant... la passée de habitation à travail. Au travail. La question de la mutabilité, nous, elle nous passionne parce qu'on considère d'ailleurs que la séparation fonctionnelle héritée de l'urbanisme moderne, de l'architecture moderne concernant la séparation des fonctions, le zoning, etc., on en est largement revenu. On a eu toute une période critique sur ce sujet. Et aujourd'hui, nous, on s'intéresse beaucoup à la porosité de plus en plus forte entre le lieu où l'on travaille, le lieu où l'on habite. Et cette porosité-là, elle invite à réorganiser à la fois les espaces qui caractérisent l'entreprise et ses lieux de production, mais aussi les espaces où se passe l'activité qui ne sont pas forcément dans l'entreprise. Donc on va travailler chez soi, on va travailler à distance de son entreprise, puis parfois on va travailler ni chez soi, ni dans une entreprise, et dans un coworking. Donc ça, c'est un premier élément qui nous permet d'approcher la question de là où on travaille, de ce qu'est vraiment un bureau, de ce que sont les limites du bureau ou du découplement entre entreprise et espace de travail. Pour la question de la mutabilité du coup entre résidentiel tertiaire et tertiaire résidentiel, que ce soit les foncières, que ce soit les investisseurs, que ce soit les architectes, les urbanistes, c'est un énorme défi. Beaucoup de gens ont énormément de volonté pour le faire, mais une des raisons qui bloque n'est ni technique ou matérielle, c'est une question d'ordre souvent réglementaire et financière. Pourquoi ? On a des verrous réglementaires qui font qu'on a des normes. Alors, je pense que Yes Weekend connaît très bien ça. On a des normes très fortes qui vont s'appliquer à un établissement recevant du public, qui sont différentes de normes s'appliquant à un lieu de travail, qu'on appelle les immeubles code du travail, à un espace qui est résidentiel. Et on a donc un solfège différent à chaque fois à prendre en compte. Cet alignement serait souvent nécessaire pour pouvoir faciliter en fait cette transmutation d'une fonction à une autre. Deuxième élément financier.
Quand vous voulez aujourd'hui assurer une grande mutabilité d'un espace, vous allez dire je vais me mettre aux normes les plus élevées. Sauf que l'investisseur ou le promoteur va dire pas forcément, ça va être un peu complexe. Et donc on a tout un travail qui est autant de pédagogie que de clarification de ce que l'on veut en termes d'échelle de temps, d'échelle de mutation de notre bâti et d'accompagnement des usages. Alors, je vais faire de la pré-mise aux normes, faire en sorte que tout soit possible d'être mis aux normes facilement Techniquement, oui, mais il y a deux choses. Il y a ce qui est de l'ordre d'un bâtiment que l'on conçoit en avance. Donc là, on peut anticiper, et je vous expliquais le stream building, où justement, on a anticipé comment est-ce qu'on pourrait améliorer la transformation des usages. Après, souvent dans un bâtiment qui est hérité, dans lequel on doit restructurer, il peut y avoir des difficultés parce que on est sur quelque chose qui a été construit en 1960 ou en 1925 et puis qui avait une destination tertiaire. Et aujourd'hui, on veut le transformer en résidentiel. Et là, on va avoir des vrais challenges à relever. Mais ce sont des pratiques qui sont aujourd'hui assez établies. Mais encore une fois, c'est souvent des enjeux réglementaires et financiers plus que techniques. Très bien. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question ? Alors, je vais trouver ma question. Est-ce que la clé pour faire du résilient, ce n'est pas des petits bâtiments ? La question est passionnante. Et on a donc 27 secondes pour y répondre. Alors, c'est une question aujourd'hui qu'on doit relier, non pas comme ça, présenter, mais je dirais la relier au contexte. Zéro artificialisation. Donc ça veut dire qu'on ne va pas conquérir d'autres espaces pour les dénaturer, les artificialiser. Donc ça pose la question que Abo Léger adresse formidablement sur c'est quoi une construction légère qui respecte la pleine terre, etc., etc. Dans notre cas où nous on travaille dans des zones urbaines très denses, la question de la verticalité, de la densité, c'est un grand classique de l'urbanisme. Le problème que l'on a, c'est que si dans l'existant, on ne densifie pas à certains moments, pour certaines fonctions, dans ce cas-là, on peut avoir un report de ce bâti vers des bâtis plus petits, plus raisonnables, etc. Mais s'ils sont nouveaux, ça veut dire qu'ils vont aller grignoter du terrain. Et si vous répartissez et que vous pulvérisez du bâti sur un territoire que vous allez conquérir, en termes d'artificialisation, vous allez aussi créer des besoins de mobilité. Vous allez créer des pratiques de consommation qui parfois ne sont pas du tout soutenables. Donc, Los Angeles n'est pas la réponse, grosso modo. Donc, on doit savoir mesurer là où on a besoin d'intensifier la densification, là où on peut réussir à la maîtriser et où on peut offrir des cadres tout à fait résilients et soutenables. Mais c'est plus du cas par cas. Et vous rêvez d'un Paris qui replierait ses branches et qui reconcentrerait dans l'intramuros 5 millions d'habitants ? Non. Parce que si on rêve de ça, ça veut dire qu'on ignore l'existant. On ignore le présent qui fait qu'aujourd'hui, l'Île-de-France est une région qui est majoritairement très urbanisée. PCA Stream a une approche sur des villes durables, inclusives, et désirable. C'est pas qu'un grand slogan, c'est que derrière, on a des méthodes que l'on veut préciser, on a déjà bien avancé sur le sujet, afin de dire que pour nous, l'avenir urbain doit tenir dans ces 3 mots, et que ça ne peut pas être que l'un ou que 2 mots sur 3, c'est les 3 mots en même temps. Et cette question appliquée à Paris signifie qu'on doit embrasser la logique du Grand Paris, que l'on doit réussir à appliquer partout sur ce territoire du Grand Paris cette logique d'inclusivité, de durabilité et de désirabilité, que ça passe parfois par des équipements, que ça passe par des nouvelles logiques de construction dans le résidentiel. Nous, on a aussi une expertise sur la question du tertiaire et qu'à chaque fois, on doit pouvoir amener ce même standard de qualité de vie, ce même haut niveau que l'on veut provoquer dans la vie et les usages qui ont lieu dans ce que l'on construit. Vouloir refermer Paris sur elle-même par une surdensification à 5 millions d'habitants, c'est revenir à la case départ des années 50 et 60, où l'accroissement démographique était tel qu'il a généré une politique d'aménagement pilotée par l'État qui a eu pour conséquence à la fois un déploiement d'urbanisme fonctionnaliste sur Paris, Beaugrenelle, Place des Fêtes, Place d'Italie, et puis le déploiement une décennie plus tard des programmes des villes nouvelles. Il ne s'agit pas de juger ce qui a été fait, il s'agit juste de dire qu'il faut se saisir de la métropole du Grand Paris, du territoire grand parisien, comme une opportunité, cette fois-ci, pour cristalliser notre ambition à une échelle beaucoup plus large que celle du simple Paris intramuros. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'était Étienne Riot et nous accueillons maintenant
Elisabeth Laville. Bonjour, comme vous voulez. Ouais, non, enlevez-la. Bon. Je l'ai, donc... Heureusement qu'il y a des conférences de temps en temps pour qu'on puisse... Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, absolument. J'ai donc créé il y a 27 ans, en 1993, un cabinet de conseil qui s'appelle Utopie, qui travaille sur les stratégies de développement durable. En gros, initialement plutôt des entreprises, ce qui nous a amené notamment depuis une quinzaine d'années à travailler pas mal pour les acteurs de la construction et de l'immobilier, sur l'intégration des questions de durabilité dans leur stratégie et dans leurs projets. Les deux d'ailleurs, les stratégies d'entreprise et les stratégies de projet. Et puis de manière croissante, on fait beaucoup de travaux sur tout ce qui est dynamisation de l'économie locale, ce qui nous amène à travailler pas mal sur l'ancrage local et des entreprises et des projets, mais aussi beaucoup maintenant avec les territoires. Voilà. Donc vous avez un long retour d'expérience sur cette question. Ça commence à faire. Alors, ouais. On ne travaille pas que sur le secteur de l'immobilier, néanmoins. Donc la ville durable, comme ça, si vous voulez résumer de retour d'expérience. Je pense que c'est en train de changer, en fait. Il y a eu, nous, quand on a commencé à travailler sur le sujet, c'était même avant, je crois, les débuts de l'association HQE, la question, c'était vraiment la question technique des bâtiments, qui n'étaient pas connus, etc. Puis on a compris que le bâtiment n'était pas que la construction, mais aussi sa vie. Puis on a compris que le bâtiment n'était pas isolé, mais qu'en fait, il y avait le quartier et la ville. Puis on a compris qu'en fait, c'était pas le sujet de la construction seulement, mais que ça interagissait avec les questions de mobilité, par exemple, et d'usage et de qualité de vie, etc. De les questions de la mixité qui a été évoquée. Et puis aujourd'hui, et a fortiori en cette année un peu particulière, on voit bien que la question clé, c'est plus tellement, là, c'est évidemment la question de la durabilité, mais c'est aussi la question de la résilience. C'est-à-dire que les villes vont encaisser, petites ou grandes, vont encaisser des chocs. Et la question, c'est des chocs climatiques, des chocs sanitaires, des chocs économiques. La question, au fond, qui a été un peu posée ces derniers mois, c'est comment on les encaisse. On a vu la vulnérabilité des villes. On a vu sur le volet sanitaire, la densité est un problème. Et on a vu l'importance du quartier, par exemple. On a vu l'importance de ce qui se passe autour de chez moi. Donc la question soudain de l'aménagement de mon quartier prend encore plus d'importance quand on peut pas en sortir. Et donc il y a toute une série de nouveaux sujets, mais clairement sur le sujet climatique, c'est la question de la résilience. Vous disiez tout à l'heure, j'étais pas encore arrivée, mais j'écoutais en live que pas mal de villes vont finir sous l'eau. Aujourd'hui, on a une bonne partie des bâtiments en ville, que ce soit des bâtiments d'habitation ou des bâtiments de production, dont l'essentiel de la valeur est lié au foncier. Donc, ils sont bloqués là sur ce foncier qui fonde leur valeur. Et une résidence hyper chic à Miami ou ailleurs, à New York, au bord de l'eau. Nous, on travaille pas mal à l'île Maurice. Il est possible que très vite, elle vaille plus rien du tout. Donc, la question, c'est aussi comment on peut rendre la ville plus résiliente. C'est aussi, par exemple, c'est distinguer le foncier du service que rend le bâtiment. Et se dire, ce bâtiment, est-ce qu'il peut pas demain être plus modulaire, plus mobile, voire être bougé s'il y a un problème, voire être se flotter s'il y a une inondation, etc. Donc, ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a plein de nouveaux sujets, mais tournant beaucoup autour de la résilience. Et l'autre question qui s'est posée pas mal pendant la crise, c'est celle de la résilience économique. La question du métabolisme urbain, du métabolisme économique de la ville. On sait, nous, on a fait beaucoup de travaux sur la question de l'autonomie des territoires et aussi de l'autonomie des villes, d'ailleurs, alimentaire, mais pas que, avec Fab City notamment. On avait fait une étude sur l'autonomie alimentaire qui montre que, en moyenne, 2% de ce qui est consommé dans une aire urbaine vient du territoire. Et à l'inverse, 3% de ce qui est produit sur les territoires est consommé sur le territoire. Donc il y a des camions à longueur de journée qui importent des denrées, qui croisent des camions qui importent ces mêmes denrées. Ça, c'est pas durable, parce qu'au premier choc dans les chaînes d'approvisionnement, même si ça dure que quelques jours, là, on dure quelques jours, quelques semaines, il n'y a pas d'autonomie. Et clairement, par exemple, dans les stratégies des villes aujourd'hui, à Paris, il y a un objectif qui est de mémoire en 2050 que Paris produise 50% de ce que Paris consomme. Ce qui est énorme parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est à 2 ou 3%, tout confondu, pas juste alimentation. Oui, parce que spontanément, l'approche de loin, comme ça, c'est que les villes, ça relève un peu du miracle, c'est-à-dire qu'on invente l'urbanisme après plusieurs millénaires de villes et que les gens mangent à peu près à leur faim, ça s'aménage à peu près correctement, etc. Donc il y avait cette espèce de mythe que la ville était une sorte d'objet quasi religieux où les hommes étaient à peu près bien reliés entre eux et tout se passait bien. Vous, ce que vous nous dites, c'est que ce mythe, en fait, il va être cassé très violemment ces prochaines décennies.
Ben là, on n'a plus beaucoup le choix. La question, c'est vraiment la question notamment sur le climat, mais on l'a vu avec la crise sanitaire, pas seulement. C'est la question de l'adaptation et de la résilience. C'est comment j'encaisse le choc, quel qu'il soit, et comment on rebondit, comment on s'adapte. Et aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on a souvent un urbanisme très figé. Typiquement, le foncier, l'habitation hyper chic en bord de mer, ça va être un problème pour ceux qui la possèdent d'ailleurs. Donc, en termes de valeur. Donc, il y a plein de choses à imaginer, notamment de plus modulaire, plus mobile. Si il y a une crise sanitaire, est-ce qu'on peut amener très vite des petites unités en container ou équivalent qui rajoutent des chambres d'hôpital à un hôpital, ou qui rajoutent Internet, des unités Internet, qui rajoutent des unités de production énergétique dans des endroits où il y en a besoin, etc. Donc, je pense qu'il y a cette agilité et on va forcément avoir les deux. On va avoir des choses très modulaires, très mobiles, très agiles, très petites sans doute, et des choses un peu plus grosses qui, elles, bougent moins, sont moins résilientes. Est-ce que par rapport à ce que vous disiez sur l'immobilisation de capital sur les littoraux, on peut se dire que le réchauffement climatique va être la première révolution marxiste réussie, quoi. La bourgeoisie mondiale va tomber bêtement parce que ses avoirs vont bouger. Je vous laisse la responsabilité de ce propos. Non, ils vont bouger. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a vu pendant la crise du Covid. Je suis tombé sur ce reportage. Je pense qu'on l'a vu sur la transformation d'un TGV en train médicalisé. Je dis quand même, quoi, ça doit être long d'évisser tous ces fauteuils. Enfin, est-ce qu'ils s'était pas un peu show-off? Parce qu'ils n'ont pas été conçus pour. D'où le sujet de la conception. Oui. C'est-à-dire, et sur la ville, c'est la même chose. C'est très compliqué. On évoquait tout à l'heure l'évolution de comment faire d'un bâtiment d'habitation un bâtiment de commerce, ou à l'inverse, imaginez transformer un supermarché Carrefour ou un centre commercial en bâtiment d'habitation. C'est pas complètement joué parce que ça n'a pas été conçu pour. Si ces dimensions-là et ces perspectives d'évolution, de capacité à plugger d'autres unités sur un bâtiment plus fixe, à en déplacer une partie des fonctions, etc., si besoin, si c'est conçu pour, ça sera beaucoup plus simple. Là, le problème du train, typiquement, c'est que c'est pas conçu pour. Ce qui est intéressant, c'est que spontanément, on imagine bêtement, parce que la campagne, il y a des poules et que grosso modo, la campagne est résiliente. Sauf qu'on peut aussi avoir une lecture inverse. On peut se dire que la campagne, elle a terriblement souffert pendant un siècle et demi entre exode rural, industrialisation, etc. Et que la campagne a été beaucoup moins résiliente et que la ville, avec cette espèce de grand machin difforme mais hyper plastique en train de se métamorphose, tient à peu près. C'est quand même... Sur la partie économique, c'est probablement vrai ni de la campagne ni de la ville. En tout cas, en France, on a beaucoup, évidemment, avec la désindustrialisation. Si vous regardez, par exemple, vous essayez de faire une stratégie climat pour une ville, si vous ne regardez quand une municipalité essaie de faire ça, elle regarde ce qui dépend d'elle. D'accord? Et elle ne prend pas en compte tout ce que consomment ses habitants qui est importé. Or, c'est ça l'essentiel de l'impact climatique. Autrement dit, si la ville essaie toute seule d'agir sur son impact climatique sans mobiliser, et d'ailleurs ça va être un sujet, les consommateurs dans un espèce de projet citoyen de ville sobre en carbone, de mobiliser les entreprises, les filières, etc., ça marche pas. Donc aujourd'hui, on n'a pas cette résilience-là parce que la plupart de ce qu'on consomme dans nos pays, c'est pas vrai que chez nous, est importé. Je lisais l'autre jour j'avais un chiffre l'autre jour qui était que je crois il y a 25 ans, les États-Unis produisaient 90% des vêtements vendus aux US. Aujourd'hui, c'est moins de 2%. Donc, ce truc-là s'est passé dans beaucoup d'endroits, donc dans beaucoup de pays développés, en France aussi. Ça s'est passé aussi à la campagne, parce que vous avez les poules, mais la majorité de ce qui est consommé à la campagne n'est pas produit dans la région non plus. Donc, tout dépend de ce qu'on regarde. De la même façon que sur l'alimentation, comme sur les fringues ou comme sur le reste, ce qui est consommé dans Paris aujourd'hui vient pas même du Grand Paris. Ce qui est intéressant, c'est que les villes qui sont traditionnellement le grand lieu de l'autonomie, là, en fait, elles sont confrontées à une perte d'autonomie. Elles ne gèrent pas le scénario, qui est le scénario du pire, qui est le scénario climatique. Elles ne le gèrent pas. Non, ce scénario, en tout cas, de l'autonomie, est pas géré. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on commence à le poser, c'est pas tellement, c'est pas juste dans une perspective de crise, mais c'est vraiment dans une perspective aussi, l'aménagement, par exemple, des friches urbaines, etc., ou l'aménagement des quartiers, la question de la mixité, de quel commerce on met, etc., devient aussi un outil de revitalisation économique. Il y a un projet hyper intéressant aux États-Unis qui s'appelle Brooklyn Navy Yard, qui est un ancien chantier naval de genre, je sais pas, 400 000 mètres carrés. C'est une foncière associative qu'il gère et la programmation du lieu est faite pour garantir une stabilité des loyers, mais surtout rassembler dans cet espace
des acteurs de l'économie locale qui peuvent faire des synergies d'écosystèmes, un peu comme dans l'écologie industrielle, qui sont complémentaires. L'idée, c'est que si on les rapproche, ça va créer plus de valeur, plus d'emplois, plus de dynamisme pour l'économie locale. Donc, l'aménagement devient un outil de revitalisation économique. Nous, on voit dans nos études économiques, pour le coup, sur les territoires, que la vitalité d'une économie locale explique en gros un tiers des différences de prospérité entre les territoires. Donc c'est énorme et aujourd'hui, vous n'avez pas un tiers des budgets. En général, les budgets de développement économique, c'est des budgets qui visent à rendre la ville ou le lieu ou le quartier ou la région attractive pour des gens qui viennent de l'extérieur et qui vont venir s'y installer. Donc on essaie d'attirer des sièges sociaux de grandes boîtes, des habitants, des touristes, etc. C'est très rarement, il n'y a pas un tiers de ces budgets-là qui est consacré à revitaliser de l'intérieur l'économie locale. Or, si on prend cette perspective-là, c'est à la fois bon pour la résilience, vous produisez plus de choses localement, vous dynamisez l'économie locale, c'est bon pour les emplois, c'est bon pour le climat parce que vous importez moins de données, etc. De biens, pardon. Je vais faire du vélo sur le polygone de Vincennes et je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas au centre du polygone, sur les circuits de Formule 1, un endroit où il y avait une quarantaine de gens qui réparaient les vélos et qu'on vendait. Ce serait une sorte de... Surtout, c'est des emplois non délocalisables. Oui, voilà, parce que c'est un truc qui s'est retrouvé très, comme les trottinettes. Ça va venir, je pense. Les fabrications sont très lointaines. Après, c'est pas du tout évident d'identifier des filières, pas industrielles, mais des filières d'emploi. Vous arrivez à les identifier? Alors, en réalité, c'est assez facile. Nous, on a un outil, par exemple, qui permet de regarder sur un territoire quelles sont les principales sources de ce qu'on appelle les fuites économiques. Vous pouvez regarder ça à l'échelle d'une ville. Les fuites économiques, c'est assez simple, c'est la partie de la demande locale qui peut venir des particuliers, des entreprises ou des pouvoirs publics, qui n'est pas couverte par une réponse locale, par une production locale. Autrement dit, pour répondre à cette demande locale, vous êtes obligé de générer une importation. D'accord, avec une perte d'emploi potentiellement, une perte de dynamisme économique sur le territoire, des émissions de CO2, du transport, du trafic, des accidents de la route et que sais-je. On arrive à les identifier en fait. Donc on peut regarder sur Paris, on le fait pour certains territoires. Vous regardez, on l'a fait récemment pour le Nord-Pas-de-Calais pour un gros dossier dans la Voie du Nord. Voilà, sur le Nord-Pas-de-Calais, 45% de mémoire de ce qui est consommé dans le Nord-Pas-de-Calais ne vient pas du Nord-Pas-de-Calais. Ok, et ça représente en gros 450 000 emplois. On dit pas qu'il faut relocaliser tout de suite. D'abord, c'est pas possible. Du jour au lendemain, même en 2 ans, qu'il faut relocaliser l'ensemble de ces fuites économiques. En revanche, on a du coup par secteur, par catégorie de biens, quelles sont les principales sources de fuite économique. Et si on en relocalise déjà 10%, aux États-Unis, il y a un mouvement qui travaille beaucoup sur les économies locales, qui dit il faut faire, ils appellent ça le shift 10%. C'est si on arrive déjà à fonctionner par tranche. En fait, l'idée, c'est de pas être trop binaire dans le mode de pensée, c'est-à-dire 10% dans chaque catégorie. 10% au total de l'ensemble des fuites économiques. Si on relocalise, par exemple, je parlais de l'autonomie alimentaire tout à l'heure, je disais le chiffre moyen pour les aires urbaines en France, c'est 2%. D'accord. Les villes les plus avancées, c'est Angers, Avignon d'abord et Angers d'ailleurs ensuite, à 8 et 7%, je crois. Donc, on n'est pas non plus sur des chiffres délirants. Si on va pas relocaliser 100% de l'alimentation demain matin, c'est peut-être sympa dans la théorie, mais c'est impossible. Et donc, de manière réaliste et pragmatique, nous, ce qu'on dit, c'est que si déjà vous relocalisez par tranche de 10%, vous pouvez donner 5 ou 10 ans pour déjà ramener 10% de la consommation alimentaire produite sur un territoire donné. Ensuite, vous pourrez peut-être refaire une tranche de 10%, mais à chaque fois, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a calculé, si vous le relocalisez 10%, c'est déjà 45 000 emplois en plus, ça fait passer le taux de chômage en dessous de 10%, etc., etc. Donc Mais l'objection, c'est pas qu'en ville, les emplois sont plus chers? Plus chers? Parce que les gens... Non, mais vous disiez vous-même, il y a des besoins qui existent déjà, qui ne sont pas couverts. Oui, donc après, il faut trouver le modèle économique. Pourquoi on le fait pas en ville? On le fait pas en ville parce que ça coûte moins cher de faire. Non, mais pas toujours, pas toujours. Parfois parce qu'on a hyper spécialisé des territoires, typiquement les clusters, ça hyper spécialise un territoire avec l'idée qu'il va être très prospère parce que tout ce qui est produit sur le territoire va être exporté et que ça va lui donner de l'argent pour importer tout le reste. Toulouse. Donc l'idée, à nouveau, c'est pas d'avoir une pensée un peu binaire, ce qui est toujours un piège pour la pensée. C'est pas de dire non, mais soit on relocalise tout, soit on reste hyper mondialisé. C'est vraiment d'essayer de combiner les deux en fait, et de combiner les deux assez vite, parce que par contre, on a un sujet de perte d'autonomie de nos territoires, ce qu'on voit en cas de crise sanitaire. Mais et l'enjeu,
C'est donc bien, d'ailleurs, pas que l'autonomie, c'est aussi la résilience. On l'a vu avec la crise sanitaire. Finalement, on produisait pas de masques, on produisait pas de respirateurs et on produisait pas de gel. Mais on a vu, l'enjeu, c'est aussi de savoir s'adapter rapidement avec ce qu'on a sur le territoire. D'où aussi l'idée de l'agilité, des petites unités de production plus mobiles qui peuvent demain produire de l'énergie s'il n'y en a plus, parce qu'on aura d'autres crises, il y aura des crises climatiques, etc. Et c'était réussi la mise en place de fabrication de masques en France ou pas? Ce qui est intéressant, c'est de voir des gens dont c'est pas le boulot, parce que ça pose cette question de ce que nous on a appelé la résilience productive, c'est-à-dire qu'au fond, on va réussir à couvrir un peu mieux nos besoins par deux choses. Soit effectivement on relocalise et on devient un peu plus autonome. Donc typiquement, vous couvrez pas toute la consommation locale, mais en revanche, vous pouvez tenir une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ça, combiné au fait que, le cas échéant, si un produit vient à manquer, on peut s'organiser rapidement avec les ressources locales, avec le patrimoine productif local, pour faire évoluer la production et produire ce qui manque rapidement et en quantité suffisante. Et ça, vous pouvez le faire quand vous avez, parce que ça utilise les mêmes matières premières, parce que ça utilise les mêmes modes de production, parce que ça utilise les mêmes savoir-faire. Je trouve que ce qu'on a appris dans cette crise, c'est que finalement, cette résilience productive, elle est tout aussi importante que le fait de produire localement ou pas. On a vu, je veux dire, Nike a produit des visières à partir des matériaux des Nike Air. On a vu les fabricants automobiles produire des respirateurs juste à partir des pièces qu'ils ont déjà dans les automobiles, etc. Donc, je pense que ce qui est important pour les territoires à l'avenir et les villes aussi, si on veut évoluer vers plus d'autonomie, c'est pour partie ce qu'on va reproduire localement, relocaliser, notamment avec en utilisant la 4D aussi, le digital. On a vu par exemple pendant la crise sur les visières que toutes les imprimantes 3D, tout ce qui était, on avait l'impression que les imprimantes 3D, les Fab Labs, c'est pas ici évidemment, mais c'était un peu des lieux pour des gens, des néo-babacool, ce que vous disiez, qui boivent de la bière locale, etc. Là, on a vu que ça servait soudain une cartographie des imprimantes 3D en France, les plans qui sont diffusés hyper rapidement, et tout le monde se mettait à produire des visières. Donc, il y a des modes de production plus agiles, plus adaptables. Enfin, cette question de la résilience des villes, elle va aussi reposer, pas que sur l'autonomie, mais sur une forme de résilience productive. Ce qu'on est capable de produire localement si le besoin se fait sentir à partir de ce qu'on a déjà. Mais ça suppose qu'on connaisse hyper bien ce qu'on a déjà et vers quoi on peut faire des sauts. Donc, il y a la question de la maîtrise, en fait, du patrimoine productif, la valorisation de ce patrimoine est hyper importante. Au lieu de penser que c'est pas grave, la ville, elle existe comme ça, c'est pas grave si elle produit rien, parce qu'on va importer de partout. On a vu là que, il y a des moments où ça marche plus. Oui, il a été difficile d'expliquer que, en fait, le bilan de cette crise, c'est que ça a été l'explication que c'était rationnel de fabriquer un objet avec des pièces venues de tous les morceaux du monde. On avait du mal à le justifier rationnellement. Mais bien sûr, mais on s'est rendu compte de j'espère, on verra, l'avenir le dira. On s'est rendu compte de l'espèce d'hyperdépendance, de notre hyperdépendance à des chaînes hyper mondialisées qui peuvent s'arrêter pour des raisons de crise sanitaire, mais aussi de crise politique, mais aussi de crise économique et aussi, demain, très franchement, de crise climatique. Merci beaucoup à tous les deux. Là. Pardon, non, vous interromps. On va essayer de garder les 10 minutes pour prendre quelques questions. Je vais inviter les intervenants à revenir sur scène. On va remettre quelques chaises. On va essayer de faire un dernier temps collectif. Et pour des raisons Covid, si on a des questions dans la salle, je vous invite à venir ici au micro et à les poser. Peut-être on a eu aussi des questions en ligne, et je vais peut-être lancer les questions avec ça. On a une première question de Laure Joly qui nous dit à juste titre, on a beaucoup parlé de Paris, on a beaucoup parlé de la campagne, et qui nous demande si le durable ne se situe pas dans ce dont on a peu parlé, et qui sont les agglomérations de petite et de moyenne taille. Est-ce qu'on peut essayer de parler de ça? La question est claire, c'est est-ce que l'avenir n'est pas dans le développement de petites et moyennes agglomérations qui peuvent permettre une meilleure résilience? Quel est votre avis là-dessus? C'est une question qui est ouverte et qui n'est pas adressée à l'un d'entre vous. Permet de prendre la balle au bon.
Cette question, elle revient assez souvent dans les conversations et les controverses. Elle est très sensible aujourd'hui, en plus dans le contexte qu'on a vécu. Donc oui, il y a une question de l'attractivité de ces villes moyennes. On est en France, avec une très forte polarisation. On serait en Italie, Italie du Nord ou dans la Ruhr, je pense ou en Belgique, le débat se poserait même pas. C'est une question qui vient souvent hanter le débat français, je trouve, en urbanisme. Elle revient d'autant plus vive aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on a fait initialement quand on a voulu justement rendre les villes moyennes plus attractives, avec la déconcentration, puis la décentralisation, avec la volonté de structurer comme ça des pôles régionaux. Ça produit des effets plutôt positifs si on regarde aujourd'hui le fait qu'on a des métropoles qui sont parfois très dynamiques. Je pense à Lyon, je pense à Nantes. On a aussi des effets parfois qui sont un peu négatifs, c'est-à-dire que cette métropolisation des métropoles, mais aussi des villes moyennes, pose toujours la question du rapport avec leurs campagnes alentours. Et des questions, certains élus parlent notamment de solidarité avec les territoires, c'est-à-dire comment est-ce que ces ensembles de territoires font système, notamment économiquement, pour pouvoir ne pas être des territoires ni de relégation, ni des territoires qui doivent subir les externalités du développement de ces villes moyennes ou métropoles. Et je suis d'accord que le débat était très parisien, mais Paris fait aussi partie de la France. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou est-ce que je continue avec des questions en ligne? Ceci dit, il y en a beaucoup, donc on peut y aller. On a une question qui est, est-ce que les villes sont plus figées aujourd'hui qu'à certaines époques? On a parlé beaucoup du Paris haussmannien notamment. Enfin, on a l'impression qu'on parle beaucoup de la ville, on en parle beaucoup de la ville durable, et paradoxalement, on a l'impression de vivre une époque dans laquelle on a envie de préserver l'espace urbain tel qu'il est actuellement. On a beaucoup parlé de patrimoine, etc. Est-ce qu'on essaie de préserver les villes à notre époque plus qu'à d'autres époques? C'est peut-être une question qui est là aussi adressée à Étienne. Oui. Est-ce qu'on préserve plus aujourd'hui? Disons que la valeur du patrimoine, la valeur culturelle, sociale et politique est beaucoup plus prégnante dans nos sociétés aujourd'hui qu'elle ne le fut en 1960 jusqu'à la fin des années 60. Le grand tournant, on l'estime souvent à la fin des années 60, avec le début des crises urbaines et des luttes urbaines, notamment à Bruxelles, mais aussi en France, ensuite dans les années 70. On l'a vu aussi aux États-Unis avec Jane Jacobs à la même période, qui initie finalement une réflexion sur c'est quoi la ville moderne, c'est quoi ses limites, est-ce qu'elle doit faire table rase ou est-ce que finalement il y a des choses du 19e siècle et d'avant qui peuvent être préservées et qui ont des qualités intrinsèques, lesquelles font sens avec l'esprit de communauté, etc. Je ne vais pas refaire l'histoire là-dessus. Donc c'est vrai qu'on est toujours et encore dans cette vague-là qui fait que notre cadre cognitif, notre manière d'appréhender le passé et le patrimoine reste puissant dans notre façon d'envisager la ville de demain, etc. Après, on parle de la France et de l'Europe. Il y a d'autres continents où ce rapport à l'existant n'a rien à voir. On connaît le cas des villes asiatiques, le cas du Japon, où ce rapport à la destruction est quasiment inhérent dans la manière de concevoir les projets. On voit aussi des techno-utopies toujours très fortes, notamment au Moyen-Orient, avec l'idée de construire des villes durables à partir de rien, qui seraient des laboratoires de modernité. Donc, pour ma part, je pense que c'est une forme de tropisme culturel qui reflète aussi un état de notre débat public. Il n'est pas impossible que ça mute, parce que je pense qu'on a pas mal de tendances fortes qui ont tendance à bouillonner et peut-être changer cette perception. J'ai une troisième question en ligne, qui s'adresse plutôt peut-être à Aristote et Cécile, qui est en lien avec la pandémie. C'est une question qui est posée par Rodrigue. La pandémie et l'immanquable crise économique qu'elle provoquera va-t-elle freiner vos activités? Est-ce que vous le ressentez d'ailleurs peut-être déjà? Est-ce que vous arrivez à mesurer ce que ça va changer pour vos deux collectifs et associations? Alors oui, elle a clairement freiné nos activités économiques. Après, ça m'a fait rire tout à l'heure quand tu as parlé du Grand Palais et du fait que justement il était très immuable. Nous, au Grand Voisin et à Coco Velten à Marseille, quand la crise du Covid s'est déclenchée, on a super vite réagi justement pour changer, pour transformer nos espaces de restauration et se lancer dans la distribution alimentaire et la production alimentaire.
Et on a distribué plus de 90 000 repas à Paris aux grands voisins, plus une autre distribution à Marseille. Et ça, au Grand Palais, en fait, il s'est rien passé au Grand Palais. L'espace, il est resté fermé, c'est immense, il aurait pu se passer plein de choses, il s'est rien passé. Et donc, je pense qu'on a... Elisabeth, tu parlais aussi de l'agilité. On est beaucoup plus agile que beaucoup d'autres structures, ce qui permet de s'adapter. Après, ça a un impact fort. Et là, en plus, nous, on ferme un projet, donc c'est sûr qu'économiquement, on va en pâtir beaucoup. Mais je pense que ça nous permet aussi de se réinventer. Enfin, on se réinvente pas mal avec ces défis. Et pour notre part, en fait, donc ça a freiné nos activités, mais ça a pas du tout freiné l'engouement qu'il y avait pour tout ce sujet-là. Au contraire, on a eu beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de prise de contact, etc. Donc voilà, on a senti en tout cas qu'il y avait pas une prise de conscience, mais un besoin en tout cas d'aller dans le sens des choses que nous proposons. Et donc oui, on a dû annuler beaucoup d'événements pendant le confinement et après, mais ça ne nous a pas empêché, au contraire, de garder, je vais dire, la foi et de continuer à travailler un peu dans l'ombre pour pouvoir proposer des choses dès la rentrée, etc. Donc pas un vrai frein, je vais dire. De poser une question de la salle quand même. Bonjour, merci pour vos interventions qui sont évidemment toutes très enrichissantes. Comment dire, une question qui me vient à moi, c'est comment on fait, et je pense en particulier donc aux grands voisins ou à Yes We Can plus exactement, je pense à Amolégé. Comment est-ce que finalement ces bonnes idées et ces initiatives dont on voit tout l'intérêt et l'aspect vertueux finalement passent à l'échelle? Il semble que chez Yes We Can vous ayez trouvé une forme de méthode. C'est-à-dire que vous avez fait la preuve, j'ai l'impression, et je ne veux pas faire la réponse en même temps, mais vous avez fait la preuve que, semble-t-il, pour des promoteurs ou des aménageurs, vous apportiez de la valeur, finalement, aux espaces que vous investissiez. Je me demandais, chez Amolégé, qu'est-ce qui vous permettrait de partir d'un concept qui est très riche et prometteur et pour aller faire en quelque sorte la différence. Et puis, dans un tout autre genre, et également pour Elisabeth, on avait déjà eu l'occasion d'entendre Utopie, en particulier Annabelle Richard, qui nous avait fait la présentation de l'étude, et qui est extrêmement intéressante, etc. Mais impossible de ne pas se demander, là encore, on voit bien les orientations qu'on peut souhaiter ou désirer, mais comment est-ce que où se situe le nœud, parce que l'affaire est d'une complexité telle que par où on commence finalement pour atteindre cette résilience, mettons, économique, cette démondialisation entre guillemets des villes, quoi. Alors si je peux répondre rapidement, nous ce qui nous manque pour le passage à l'échelle, c'est la législation notamment qui est un peu bloquante à l'heure actuelle, qui reconnaît depuis peu donc l'habitat léger, mais l'habitat réversible dans toutes ses formes n'est pas encore reconnu. Et en fait des initiatives de communes, en fait nous c'est vraiment ça qui nous dont on, j'allais dire dont on est friand, mais en fait dont on a besoin, c'est des maires et des collectivités, des municipalités qui sont très intéressées et qui souhaitent développer ces lieux de vie, ces modes de vie et aussi de permettre à un collectif ou à des habitants en fait d'intégrer aussi un territoire. En fait, voilà, ça passe par des communes majoritairement. C'est ce qui facilite l'accès. Et donc voilà, c'est un appel à tous les maires de France s'ils sont partants pour l'aventure, qui nous contactent, quoi. De notre côté, niveau passage à l'échelle, oui, les promoteurs et les aménageurs sont très convaincus, mais alors par contre, ils ont un peu plus du mal à financer. Et nous, on veut pas dépendre trop de subventions, mais on veut pas non plus trop dépendre de nos espaces marchands. Sinon, ça dénature nos projets. Sinon, on se retrouve à devenir uniquement des restaurants, et c'est pas du tout ce qu'on veut faire. On veut pas dépendre de la vente de bière. Donc, on a besoin de subventions. On a besoin que les promoteurs, quand ils nous appellent pour être pour préfigurer leur nouveau projet, pour pas que ça soit de la gentrification et qu'on soit pas justement juste un faire-valoir, il faut aussi que eux, ils comprennent ce qu'on va apporter,
Parce que l'intérêt réel qu'il y a pour leur futur projet, et qu'en fait, tout ça n'est pas gratuit. Donc nous, on parle de 1% de leur budget. Ça peut passer par des pourcentages, ça peut passer par plein de choses différentes pour le financer, mais il faut le faire. Et en tout cas, c'est pas gratuit. Ça se débloque doucement. Et pour ce qui me concerne, alors je ne sais pas, du coup, on se connaît pas, ou en tout cas, je vous reconnais pas. Toujours le sujet. Non, mais donc ça dépend d'où on parle en fait. C'est ça mon point. C'est-à-dire que si on parle d'une ville ou si on parle d'une entreprise, on n'a pas tout à fait le même par où commencer, la même réponse à cette question. Quoique, parce que j'ai quand même l'impression que la réponse dans les deux cas, c'est la volonté politique déjà. C'est-à-dire que voilà. Et ce que j'évoquais sur il y a une question dans les villes, puisqu'on on parle de la ville, et il y a clairement une réponse par le foncier et l'aménagement quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des problèmes, par exemple, pour refaire des villes fabricantes, produire plus de choses en ville, c'est le problème de l'accès au foncier. Donc c'est pour ça que je citais l'exemple de Brooklyn à Navy Yard, qui est intéressant parce que on a les friches urbaines. Voilà, il y a même des initiatives temporaires. Alors type Grand Voisin ou autre, mais après tout, l'idée, c'est aussi de valoriser déjà le foncier existant qui est inutilisé, dans lequel on peut même temporairement, utiliser pour faire du redéploiement productif en ville, par exemple. Donc ça peut être une option. Je disais volonté politique parce que sur la question de l'autonomie, par exemple, productive, que ce soit l'autonomie alimentaire ou autre, s'il n'y a pas, typiquement, c'est pour ça que je citais l'exemple de Hidalgo tout à l'heure, mais c'est pas la seule, hein, il y a des villes qui ont des objectifs sur l'autonomie alimentaire. Nous, on a travaillé pour le Grand Lyon sur le sujet. Clairement, s'il n'y a pas la volonté politique de le faire, c'est sûr que ça va pas se produire par le miracle du Saint-Esprit et trois bobos qui veulent acheter des paniers à des producteurs locaux, parce que c'est pas de ça dont on parle. Quand je dis 2% d'autonomie alimentaire, je parle pas que des fruits et légumes frais, on parle des produits transformés, des produits surgelés, de ce qui est servi dans les restos, etc. Donc, volonté politique, mais aussi, derrière la volonté politique, si on parle des villes, il y a la question des budgets de développement économique et d'un changement de paradigme sur le développement économique en se disant, est-ce qu'on peut pas consacrer plus de budget à la dynamisation de l'économie locale, à la valorisation du patrimoine productif local, aux synergies, à l'idée de créer un peu des écosystèmes qui créent plus de valeur, plus de richesse, plus d'emplois, plus de liens sociaux d'ailleurs aussi ensemble. Ça, c'est un prisme très différent que de dire qu'est-ce que je fais pour attirer des sièges sociaux de grands groupes internationaux avec l'idée que ça va inonder le territoire de richesse, ce qui est partiellement vrai. Parce que oui, si vous installez un très gros siège social avec 1500 personnes, ça amène de la richesse sur le territoire. Sauf que si vous faites pas en sorte en même temps qu'il y ait une plus grande réponse locale aux demandes de consommation locale, alors ces 1500 personnes veulent acheter à manger, acheter des apparts, je sais pas quoi, et en fait ils trouvent rien sur le territoire et l'argent ressort immédiatement. Donc c'est un saut percé. Vous avez fait rentrer cet argent sur le territoire, mais il ressort immédiatement parce que le territoire est pas capable de leur offrir ce qu'ils demandent. Donc il faut vraiment faire les deux en même temps. Et nous-mêmes, on pense qu'en fait c'est beaucoup plus intéressant au stade où on en est aujourd'hui, notamment parce qu'on est en quête de relance économique, d'emplois locaux, non délocalisables, etc., de faire une relance par le local et de prioriser ces actions-là qui visent à en fait redynamiser, revitaliser les économies locales. Et d'ailleurs, j'ai pas répondu à la question sur les villes moyennes, mais oui, c'est plus durable dans l'absolu. Enfin non, parce que si la ville moyenne, il n'y a plus rien qui est produit localement et que tout est importé. Et rappelez-vous que la plupart du temps, dans les bilans climat des villes, c'est pas pris en compte ce truc-là. Mais si vous prenez ça en compte, je suis pas du tout sûre que une ville moyenne, dans l'absolu, soit plus durable en tout cas et plus résiliente qu'une ville plus grande. En tout cas, ça me paraît pas évident. Je me permets juste d'ajouter quelque chose sur la question justement de l'économie locale, avec le mouvement très fort sur ce sujet. N'oublions pas notre échelle de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un marché unique qui nous offre des possibilités de pouvoir améliorer nos compétences, notre technique, la mise au point d'innovation, etc. Et que cela peut jouer aussi dans la relocalisation industrielle.
c'est souvent une échelle bizarre parce qu'elle est à la fois internationale et à la fois très locale. Et dans certaines réflexions qu'on a en ce moment sur la question du sourcing des matériaux autour de la conception, on a toujours cet enjeu que j'ai connu dans une autre agence d'architecture d'ailleurs, qui est de dire mais c'est jusqu'où va le local, quoi. C'est-à-dire que est-ce que c'est 2 km, 10 km, 60, 200, 500, etc. Et on a une échelle qui pourrait peut-être être une des échelles de la limite du local, qui peut être ce très grand local qu'est l'Union européenne. Je tiens à le dire parce qu'il y a beaucoup de débats politiques, il y a beaucoup de choses où on se met un peu en retrait quand on doit en parler, mais c'est important de le savoir aussi et de l'avoir en tête, enfin pas de le savoir, de l'avoir en tête dans ce type de débat. Parce que qu'est-ce qui est la limite du local, d'une certaine manière? Il y a un aspect qui est le côté intuitif, qui est généralement le local, c'est la région. Hein. Quand on demande aux gens, en France en tout cas, c'est quoi l'échelle locale pour vous? Après, il y a plusieurs mailles en fait locales, et vous avez raison de dire, on peut les combiner, etc. Un peu à loisir. Je pense qu'il y a un autre aspect dans la durabilité qu'on n'a pas évoqué, qui est l'idée de voir non plus seulement le bâtiment, comme c'est dit par certains, mais la ville comme une banque de matériaux. Et on commence à y avoir certains travaux académiques qui disent finalement, il faudrait se dire, la ville gère un stock de matériaux qui est stable, qui est fixe et qui ne doit pas augmenter à l'infini, parce que sinon, plus vous construisez des bâtiments nouveaux avec en plus des matériaux nouveaux, ça va amener de l'énergie, ça va, on augmente les importations, les consommations, etc. Et donc l'idée que conceptuellement, finalement, la ville pourrait gérer ces bâtiments comme des stocks, mais ces bâtiments, ces véhicules d'ailleurs, hein, ça rejoint beaucoup les questions de circularité, etc. Mais comme un stock fini, si je rajoute quelque chose, je dois enlever quelque chose. Enfin bon, et ça amène toutes des réflexions qui sont évidemment en cours sur la réutilisation des matériaux de déconstruction, comment on déconstruit, enfin c'est la question de l'évolutivité, comment on déconstruit, comment on réutilise, mais avec vraiment une idée de ça très très en amont, même pas au niveau du bâtiment, mais vraiment au niveau de du métabolisme urbain. En fait, si on voit ça comme un métabolisme, il faudrait en théorie aller jusque-là. Il est 19h presque 15, à moins qu'il y ait une dernière question. Il me reste à vous remercier tous les 5 pour la qualité de vos interventions et peut-être laisser la parole à Mathieu pour conclure. Est-ce que tu veux... Pas grand-chose à dire que je n'ai dit en ouverture, mais merci encore de vous être déplacés, de nous avoir rejoints, d'avoir bravé les intempéries et bien évidemment l'épidémie. Juste un mot pour vous dire que des comptes rendus de l'ensemble de ces 30 rencontres seront publiés donc, et égrenés progressivement sur le site de Léonard, que l'ensemble de ces conférences et de ces rencontres donc, ont été captées en vidéo et vous pourrez les revoir ou les faire revoir. Et enfin, bien évidemment, que tout au long de l'année, en circonstances normales, mais vous voyez qu'on est assez nous-mêmes déterminés à continuer de vous accueillir et d'organiser de ces débats ici, nous vous invitons à de nouvelles rencontres, etc., avec un rythme un peu moins effréné que ces 15 derniers jours, mais très très régulièrement. Donc je vous invite à rester en contact et à suivre la publication et l'annonce des prochains événements sur le site de Léonard. Merci à tous, merci beaucoup.